dire, et ça s'applique dans la circonstance, pour une raison très simple, c'est que si l'on regarde le nombre d'homicides aux États-Unis, l'année dernière, il y en a eu 12 000 à peu près. Sur ces 12 000 homicides, il y en a eu à peu près 6 000 qui ont été faits par des armes de poing, c'est-à-dire par des revolvers. Il y en a à peu près 2 000 qui ont été faits par des armes blanches, par des couteaux. Il y en a eu plus de 700 qui ont été faites par des poings, par des coups de pied. Et il y en a moins de 200 qui ont été réalisés par des fusils d'assaut. Donc on va s'en prendre à ce qui correspond à peu près à 200 meurtres sur 12 000 meurtres. Donc c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, et c'est une mesure purement symbolique que de s'en prendre aux fusils d'assaut et uniquement à ces armes. Alors c'est curieux parce que moi, c'est pas les chiffres que j'avais. Moi, j'avais 30 000 décès par arme à feu aux États-Unis chaque année, parmi lesquels effectivement des fusillades, des meurtres de masse qui là restent limités, mais également des morts par accident, des morts par suicide, plus de 1000 morts par accident. Ça prouve bien qu'il y a quand même un problème au-delà des fusillades. J'exclus le suicide. Oui, mais au-delà des fusillades, ça veut dire qu'il y a quand même un problème avec l'existence de ces armes à feu, Amy Green. Il faut aussi ajouter à tout cela la question de l'état mental des gens qui perpètrent ce genre de crime, parce que c'est non seulement la question de l'accès et de la permissibilité des lois aux États-Unis de donner accès à une grande majorité de la population aux armes, c'est aussi la question d'attaquer au problème de la façon qu'on traite les maladies mentales aux États-Unis. Et ça en figure aussi parmi les décrets que propose Barack Obama. C'est non seulement d'attaquer la question des armes, parce que ça c'est essentiel et primordial, mais aussi de le combiner avec des efforts supplémentaires et du financement supplémentaire pour traiter ce genre de maladies. Eric Lissan, justement, c'était une des propositions des Républicains pour régler cette question, de s'intéresser en priorité aux personnes ayant des déficiences ou des faiblesses psychologiques. Oui, voilà, ça reste toujours un grand problème qui était soulevé parce que on voit que souvent ces atroces, derrière ces atroces, il y a non seulement la question de la disponibilité des armes, il y a la question des gens qui n'ont pas subi un propre traitement comme auront dû faire. Mais la question reste toujours des gens malades, il y en a partout, mais dans certains pays, ils n'ont pas accès à des armes. Dans les États-Unis, ils ont facilement accès. Donc, la combinaison des deux peut être, au moins, il y a des circonstances qui sont catastrophiques. Et ça, on a abordé la question, mais on n'a pas vraiment trouvé une réponse qui est efficace. Et ça, le président n'a pas vraiment discuté aujourd'hui. Il a voulu rester ciblé sur la question de régler les armes eux-mêmes. Il n'a pas sorti les chiffres, etc. Mais déjà, l'opposition a sorti des chiffres pour dire que voilà, ça ne changera pas grand-chose. Mais ça reste à découvrir. Même s'il n'y a qu'une seule incident de quelqu'un qui ne devra pas porter une arme, qui a accès à non seulement une arme, mais une arme très dangereuse, c'est déjà un incident de trop. Et oui, la facilité d'accès. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Pam Simon, c'est l'une des survivantes de la fusillade de Tucson en Arizona. C'était en janvier 2011, durant laquelle l'élu démocrate, vous vous en souvenez peut-être, pour laquelle elle travaillait, Gabrielle Giffords, avait été grièvement blessé. Écoutez. L'homme qui m'a tiré dessus le 8 janvier a pu aller dans un Walmart pour acheter de gros chargeurs qui permettent de tirer 30 fois en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes, il a pu tuer 16 personnes et en blesser 13 autres. Il aurait pu tuer 30 personnes en 30 secondes. Et tout ça n'est absolument pas contrôlé. Alors on est évidemment dans le registre de l'émotion, pour autant Guy Millière, ce n'est pas éloquent tout de même cette facilité que peuvent avoir les Américains à se procurer des armes à feu en allant effectivement dans un supermarché aujourd'hui. Il y a des contrôles quand même qui sont d'ores et déjà effectués. Quelqu'un qui a des antécédents judiciaires ou quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques, normalement, ne peut pas se faire délivrer des armes. Alors pourquoi Barack Obama appelle à les renforcer aujourd'hui ces Parce contrôles ? que renforcer, c'est très bien, tout ce qui ira dans ce sens. Mais l'un des gros problèmes, c'est qu'on n'enferme pas ou qu'on ne traite pas un certain nombre de malades psychiatriques aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Ça, c'est un autre problème qu'il faut régler. Pour vous, il faut traiter uniquement le versant psychologique des détenteurs d'armes et non pas Il y a toujours une possibilité
de se procurer des armes à feu. Par exemple, le jeune qui a tué à Sandy Hook, là dans l'école, ce n'étaient pas ses propres armes, c'était les armes de sa mère. Donc la responsabilité de la mère est impliquée. On peut se poser la question de savoir comment la mère a pu avoir accès à des armes à feu. Oui, mais non, mais ça pose aussi la question de l'accès quand même. La mère est libre en tant qu'être responsable de se procurer des armes à feu. Ça n'est pas le problème. Il y a toujours des possibilités de se procurer des armes à feu. En France, Mohamed Merah n'avait pas le droit de se procurer des armes à feu. Il s'est procuré des armes à feu. Certes, donc mais ça reste très marginal en France. C'est pas le problème ça reste majeur. Très marginal en France où l'accès aux armes est limité. Oui, mais on vient juste de voir quelque chose qui s'est passé à Tucson. Ce qui a fait que le tueur de Tucson a été arrêté très vite, c'est que ça n'était pas dans une gun-free zone. Et s'il n'a pas pu utiliser l'ensemble des chargeurs qu'il avait, c'est parce qu'il s'est fait lui-même tirer dessus et qu'il a été mis hors d'état de nuire très rapidement. Et si ça avait pu se produire dans un endroit comme Sandy Hook, par exemple, il y aurait eu beaucoup moins de morts, il y aurait eu moins d'enfants morts. Et ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte si on veut prendre en compte toutes les dimensions. La société américaine est une société où il y a des armes en quantité depuis très longtemps. On ne changera pas ça. Ça fait partie de la culture américaine d'une certaine manière. Donc c'est à l'intérieur de cette culture qu'il faut trouver des moyens de dessiner des réponses. Et ces réponses, elles vont plutôt dans le sens d'une possibilité de mettre hors d'état de nuire des tireurs potentiels. Alors je vous rappelle quand même ces chiffres, les États-Unis, 26e pays dans le monde par nombre d'homicides, également 4e pays développé. Didier Combaud, si on regarde les cas de l'Australie, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des pays qui ont légiféré après des massacres retentissants, on se souvient notamment de la tuerie de l'école de Dunblane, c'était en Écosse en 1996. Ces pays ont restreint les armes à feu, ça a permis de réduire l'occurrence des fusillades. Ah oui, très certainement, très certainement. Mais les fusillades ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et des homicides par arme à feu oui, des homicides par arme à feu également. Mais je voudrais revenir sur... Donc il y a un impact. Vous nous dites restreindre l'accès aux armes a un impact indéniable. C'est le cas de ces pays-là. Oui, mais aux États-Unis, la situation se présente différemment. Parce qu'aux États-Unis, on est dans une situation de prolifération des armes. Donc si on prend des mesures qui sont extrêmement partielles, on peut toujours effectivement démontrer qu'elles ont un effet négatif. Et par les frontières, par exemple, par le Mexique, on sait que la drogue passe par la frontière du Mexique vers les États-Unis. Il y a également un trafic d'armes des États-Unis vers le Mexique. Il y a un trafic d'armes très important des États-Unis vers le Mexique. Et le Mexique demande depuis plusieurs années. Les taux de violence au Mexique ont augmenté énormément sous la présidence de Calderón. Donc l'Amérique exporte aussi ses armes, d'une certaine manière illégalement. Exporte ses armes au Mexique, effectivement. La violence mexicaine est alimentée par les armes qui viennent des États-Unis. Alors il y a aussi, évidemment, on pourra citer autant d'exemples que de pays. Au Japon, pas d'armes, pas de crimes. Et puis le cas de la Suisse, où là, il y a beaucoup d'armes parce qu'il y a une armée qui, historiquement, a un rôle très important dans le pays. Et pour autant, il n'y a pas de crime non plus. Oui, mais enfin, la démographie de la Suisse n'est peut-être pas comparable à la démographie des États-Unis. Oui. Alors l'ironie du sort quand même, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi du rôle des jeux vidéo. On va voir dans un instant ce qu'en pense aussi la NRA, parce que là il y a quand même quelque chose d'assez étonnant que je voudrais vous montrer. Mais d'abord, le rôle des jeux vidéo, d'après vous, Amy Green, est-ce qu'aux États-Unis ils ont une incidence aussi sur ce fort taux de criminalité? Souvent on sort des choses comme la responsabilité des jeux vidéo, et c'est vrai que ça n'aide pas. La violence dans les loisirs, dans les films, etc., sur les séries télévisées où tous les soirs, en fait, carrément, vous avez des séries policières très violentes, etc., toute la soirée, etc. Ça ne peut pas aider. Il y a aussi les questions culturelles. On dit que l'Amérique a une culture tellement violente depuis la fondation. Donc ça, toujours. Mais je crois que l'essentiel, c'est l'accès facile aux armes. Plus que la dérive violente des images ou des jeux. Je pense que ça contribue à la violation de la société, mais je pense que sans l'accès et les lois permissibles de donner accès facilement aux armes, ça sera peut-être une situation différente. Alors l'ironie de la situation dont je vous parle à l'instant, c'est que la NRA elle-même, donc le lobby pro-armes à feu aux États-Unis, le National Rifle Association, propose un jeu de simulation au maniement des armes à feu gratuitement sur l'Apple Store. Et oui, vous ne rêvez pas, pour la modique somme de 99 centimes supplémentaires, vous pourrez vous entraîner avec un Beretta, un AK-47 ou encore des armes semi-automatiques, celles-là précisément qui ont servi aux fusillades qu'on vient d'évoquer. Et alors le plus étonnant, c'est que c'est accessible aux mineurs. Eric Lissan, on en parle aux États-Unis de cette application? Déjà, ça commence peu par peu. Il y aura encore plus de publicité dans les semaines à venir, parce que maintenant on va faire un débat sur la législation. Mais c'est incontestable qu'il y a tout un jeu
une culture de jeux vidéo et tout ce qui entoure, où les jeunes et certains jeunes peuvent vraiment prendre de plaisir de l'idée de tirer des armes, l'idée de faire des massacres, des explosions, etc. Et quand on voit, par exemple, avec Columbine, que ça fait déjà plusieurs années, mais même ça s'est reproduit dans des autres incidents, les jeunes peuvent avoir des idées très, très dangereuses. Et il y a une certaine glorification qui n'est pas trop loin de ce qu'on voit dans certains pays du tiers-monde, où même ça fait partie d'une culture religieuse. On peut aussi s'interroger quand même sur le timing. Pourquoi la NRA a décidé de sortir ce simulateur accessible par tous via les smartphones, précisément au moment où Barack Obama lui annonce des mesures pour tenter d'endiguer cette violence par arme à feu? Oh, mais il n'y a rien qui est par hasard, là. Pour le National Rifle Association, il vit pour des moments comme ça. Il vit pour des moments où ils peuvent se mettre clairement en opposition. Et à chaque moment qu'ils font, ils deviennent plus nombreuses. Il y aura plus en plus d'adhérentes. Donc, c'est contre toute logique normale. Il n'y a aucune raison pour eux d'aller vers le centre pour modérer. Il veut faire tout pour montrer qu'il faut avoir des armes, c'est inéluctable. On ne peut pas vivre sans ça. Il n'y a pas de vie sans ça, etc. Guy Millière, c'est quand même d'autant plus surprenant quand on sait que la NRA a l'habitude de rejeter les accusations et la responsabilité des tueries de masse précisément sur les jeux vidéo. Oui, mais il y a jeux vidéo et jeux vidéo. Je dire, il y a beaucoup de jeux vidéo qu'on peut trouver en vente libre dans le commerce, où on peut tirer d'une manière simulée, bien sûr, par le biais des jeux vidéo, sur n'importe quelle personne, et donc s'identifier à des gangsters, s'identifier à des assassins. Ce que propose la NRA, ça n'est pas de cet ordre-là. C'est de la possibilité de s'entraîner pour tirer sur une arme au service de la justice, au service d'un certain nombre d'objectifs qui sont des objectifs positifs. On a besoin de pouvoir le faire sur un téléphone. Si on tire pour se défendre contre un criminel, ça n'est pas la même chose que lorsque l'on est un criminel et que l'on tire pour tuer des innocents. Oui, mais ça, a priori, l'application ne demande pas à son utilisateur quelles sont ses intentions au moment où il décide de se connecter. Non, mais je vous dis, la plupart des jeux vidéo qu'on trouve dans le commerce, et ça c'est effectivement très préjudiciable, permettent aux joueurs de s'identifier à des criminels. Et ça c'est extrêmement grave. Tandis que là, montrer une possibilité de s'entraîner au tir, ça n'est pas du tout du même ordre à mes yeux. Et il ne faut pas oublier par rapport à la NRA que c'est quand même quelque chose qui est soutenu par la population. Ce n'est pas un lobby comme ça qui est manipulateur et qui est sorti de nulle part. Depuis la tuerie de Sandy Hook, les achats d'armes d'ailleurs ont explosé littéralement dans tous les États-Unis. Comment on l'explique ça, Didier Combeau ? C'est le cas à chaque fois qu'on parle de réglementer les armes à feu, les gens se précipitent vers les armureries pour acheter des armes avant l'interdiction. Ah, il y a le phénomène de rareté, évidemment. Hein. Oui. Au-delà de la législation, on observe quand même une recrudescence inquiétante des fusillades de masse. Je vous laisse constater, un 7 pour la seule année 2012. C'est plus du double de l'ensemble des fusillades de masse de la décennie précédente. On va le voir sur un graphique. Ce n'est donc pas qu'un problème de législation, puisque précédemment à 2012, il y avait depuis 2004 d'ailleurs une législation relativement permissive en la matière. Amy Green, comment vous expliquez cet emballement ? Je pense que effectivement, c'est un problème extrêmement important à constater. On peut effectivement voir que le débat, je pense, au sein de ce sujet, c'est en fait, ça ne disparaît jamais parce que ça touche vraiment à l'identité depuis la fondation. C'est l'individu contre l'autorité. Et puis aussi, il y a ce débat. Donc, est-ce qu'il faut... Mais il y a une dérive de l'année 2012, ou en tout cas de ces 2 ou 3 dernières années. C'est complètement inacceptable. Ouais. Je ne peux pas expliquer pourquoi il y avait un seul en 2011 et puis tout un tas en 2012, mais ça montre effectivement qu'il y a un problème de l'accès aux armes. Voilà. Et qu'on peut parler des effets, des causes, des problèmes psychologiques qui pourraient motiver ces crimes, l'accès aux jeux vidéo, etc. Mais à la base, il y a aussi l'accès aux armes. Et donc, c'est tout ça le central du problème. Il est très facile pour l'opposition à des propositions d'Obama de dire, c'est une culture violente, il faut toujours avoir des armes, et puis les jeux vidéo, c'est vraiment ça le problème, ou les problèmes psychologiques, mais sans l'accès aux armes, il n'y aura pas ce genre de crime en masse. Oui, alors il faut rappeler que de 1994 à 2004, l'interdiction des fusils d'assaut était en vigueur et que c'est le président George W. Bush qui a levé cette interdiction. Faut-il y voir un lien ? En tout cas, on le voit depuis 2007, une reconnaissance, mais particulièrement forte en 2012. Hein. Il ne l'a pas levé. Il n'a pas poussé le Congrès prolongé, à la effectivement, comme d'ailleurs Barack Obama aujourd'hui, lui, ne souhaite pas prolonger les tax cuts, c'est-à-dire les réductions d'impôts
pour les plus riches. On n'aura pas le temps d'interroger nos invités pour savoir ce qu'ils attendent de ce débat prochain au Congrès américain, savoir si cette loi va passer en l'état ou si elle sera fortement amendée. Ça, ce sera évidemment à suivre dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines avec nous sur France 24. Merci beaucoup, Amy Green, d'avoir été avec nous dans ce débat. Merci également, Guy Millière, d'avoir été à nos côtés. Merci, Didier Gombaud. Et un grand merci également à Eric Lissane, qui était avec nous depuis Washington. Restez avec nous. Tout de suite, la suite de l'actualité sur France 24.